je vous invite à écouter, puis je vais le faire tranquillement pour que vous saisissiez l'ensemble des messages, parce qu'on est convaincu aussi par le fait que beaucoup de pêcheurs viennent nous voir et qui trouvent insensée cette situation-là. Alors, vous allez comprendre, je veux que vous compreniez très très bien ce qu'on dit. Aujourd'hui, les pêcheurs de homards de la Gaspésie disent « assez, c'est assez ». Depuis 2018, le gouvernement du Canada et Pêche Océan Canada ont régulièrement échoué à soutenir nos communautés côtières qui dépendent des pêcheurs indépendants. Le poisson n'appartient ni au Canada, ni aux Premières Nations, ni aux pêcheurs. Il appartient à tous les Canadiens et Canadiennes. Le travail du gouvernement fédéral est de gérer la ressource de manière durable pour le bénéfice de tous. Mais dans l'industrie de la pêche côtière, le gouvernement fédéral a décidé de fermer les yeux sur l'importance de nos pêcheries pour notre économie et la survie de nos communautés. Bien que les autorités gouvernementales disent que les pêcheurs sont les yeux et les oreilles nécessaires pour une gestion durable des pêches, depuis 2021, nous sommes exclus des comités de co-gestion et de co-gouvernance mis en place entre le fédéral et les Premières Nations. Les processus de consultation auxquels nous pouvons participer ne sont plus que des façades. Nos connaissances scientifiques et de terrain sont ignorées, ainsi que le rôle essentiel que nous jouons pour notre économie côtière et la gestion durable des pêches. Depuis 2007, les sciences et le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de Gaspésie demandent à ce que les connaissances du stock de homards soient améliorées de manière significative pour mettre en œuvre l'approche de précaution dans la gestion durable de la pêche au homard. Pendant ce temps, les pêcheurs individuels ou indépendants de homards ont investi collectivement des dizaines de millions de dollars depuis 2006 pour développer une pêche durable, assurer la stabilité de la ressource pour tous et lutter pour maintenir les retombées de la pêche dans nos communautés. Pourtant, sous couvert d'apporter une solution économique, un soutien économique, c'est-à-dire à nos communautés côtières, et d'acquérir des connaissances sur le homard, l'ancienne ministre fédérale des Pêches a joué à l'apprentie sorcière en émettant un grand nombre de permis exploratoires en Gaspésie. En ce faisant, elle autorise l'augmentation des prélèvements sur le homard de 112 % dans les zones commerciales, notamment dans la zone commerciale 19A2 à 19C2, c'est Parc-Forillon vers Mont-Louis. C'est-à-dire, c'est ça, Cap-des-Rosiers vers Mont-Louis, si je me souviens bien. De manière aléatoire, sans tenir compte des impacts économiques réels sur les pêcheurs déjà en difficulté et sans savoir si la ressource peut soutenir une telle pression. Le protocole d'acquisition des données est insuffisant. L'objectif est simplement de voir ce qui va se passer avec cette augmentation significative de l'effort de pêche ou au risque de mettre en danger la ressource. C'était ça l'objectif que s'était donné la ministre. On va laisser faire les choses, puis on va voir comment la ressource va réagir. Les bénéfices économiques escomptés d'une telle mesure sont en réalité minimes, voire inexistants, sauf pour une poignée de personnes et les communautés autochtones. De son côté, Ottawa continue de favoriser l'évasion des retombées de la pêche dans les mains de quelques groupes et des investisseurs de salon. Dès février 2025, face à la guerre tarifaire annoncée, aucune mesure de soutien des prix au débarquement ou à nos entreprises de pêche ou à nos équipages n'a été mise en place, malgré les demandes des pêcheurs indépendants au Canada Atlantique. Pourtant, comme les agriculteurs, les pêcheurs doivent lourdement s'endetter pour nourrir nos populations et font face à une flambée des coûts d'opération, particulièrement pour les appâts,
suite aux mesures de gestion prises par les ministres successifs. Pourtant, la pêche commerciale au hareng et au maquereau ne représente que 3 % de la mortalité de ces stocks. La prédation et les prélèvements non comptabilisés de la pêche récréative représentent plus de 95 % de la mortalité naturelle. En 3 ans, Pêche Océan Canada n'a mis aucune mesure significative pour un rétablissement efficace de ces stocks et laisse les pêcheurs en payer le prix. Il est temps que nos pêches soient gérées de manière durable sur la base de la science, de données complètes et non pas en fonction des aléas politiques et des demandes de tel ou tel groupe. Nos entreprises de pêche individuelles indépendantes sont la pierre angulaire de l'économie des pêches dont nous dépendons tous aujourd'hui. Nous nourrissons notre population et nous soutenons notre économie locale. À défaut de réponses concrètes pour les pêcheurs individuels, plus d'1 milliard de dollars ont été donnés aux Premières Nations en Atlantique, dont 259 millions de dollars il y a à peine 2 mois, pour soutenir la réconciliation dans les pêches et la mise en œuvre des droits de pêche non définis. Depuis 2021, le gouvernement fédéral a accordé une priorité d'accès sans limite à toutes les pêches existantes et futures sur l'ensemble de la Gaspésie et du Golfe Saint-Laurent aux Premières Nations de la Gaspésie, ignorant l'importance historique, culturelle et économique de la pêche commerciale individuelle et indépendante. Pourtant, aujourd'hui, plus de 17 % de l'effort de pêche des grandes espèces commerciales a été transféré aux Premières Nations de la Gaspésie et de l'Atlantique. La survie des pêcheurs individuels commerciaux est aujourd'hui un enjeu. Que ferons-nous quand la pêche côtière individuelle et indépendante cessera d'exister? Assez, c'est assez. Voilà. Merci. Maintenant, on va ouvrir une période de questions pour les médias. Donc, nous avons des médias en ligne et nous avons des médias dans la salle. Donc, s'il vous plaît, levez la main pour ceux qui veulent poser des questions. Oui. Donc, nommez-vous et posez la question, s'il vous plaît. Robert Nicolas, Pêche Impact. O'Neill, est-ce que votre grande déception et surtout votre colère pourrait se traduire par une contestation quelconque devant les tribunaux en raison des dernières décisions qui ont été prises par le ministère fédéral des Pêches? Il y a déjà une contestation, évidemment, d'enclencher devant les tribunaux. Mais évidemment, compte tenu du fait que c'est devant les tribunaux, on ne peut pas vraiment en discuter, mais ça a rapport aussi avec le jugement à l'avocat. OK. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Ou, excusez-moi, les médias qui sont en ligne, là, je vais devant. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle pour les médias? Oui, Thierry? Oui, Thierry Arrude de l'EFM. Monsieur Cloutier, dites-moi, oui, vous dénoncez, oui, c'est clair, mais on demande quoi à Ottawa aujourd'hui? Bien, tout simplement, concernant le transfert des permis vers les Autochtones, on demande, puis ça fait longtemps qu'on le demande, parce que ça a été fait dans les autres pêches, on le dit, ça a été fait dans le crabe, ça a été fait dans la crevette, on demande un pourcentage. Quel est le pourcentage de transfert de permis que veulent avoir les Autochtones? Pour qu'on puisse discuter, on demande de faire partie, évidemment, des discussions de co-gestion avec les bandes autochtones et avec le ministère. Parce que ce qui se passe présentement, des ententes de réconciliation ont été négociées de nation en nation sans que notre nation, nous les pêcheurs côtiers, les utilisateurs de la ressource, les gens qui sont responsables des retombées économiques dans les régions soient et puissent être partie prenante aux discussions. Donc, on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir s'exprimer là-dessus. C'est comme un tabou. On est aujourd'hui comme dans un tabou. Dès qu'on ouvre la bouche, on nous dit que nous sommes des racistes. Manque de transparence, non? Manque de transparence totale de la part du MPO et du gouvernement fédéral. Alors, pour ça, pour nous, c'est inacceptable. On voit très bien où ça mène. Nous avons...
Nous avons plusieurs questions. Donc là, nous avons une question en ligne et ensuite une question pour Pêche Impact. Donc CHNC, Nelson Sergerie. Si vous voulez poser votre question, s'il vous plaît. La question, c'est: avez-vous l'impression d'avoir été sacrifié sur l'autel de la réconciliation? Absolument. C'est absolument le cas. Et malheureusement, on agit avec beaucoup d'hypocrisie. Le ministère des Pêches Océan Canada agit avec beaucoup d'hypocrisie. Parce qu'on sait déjà que le plan proposé, qui est en œuvre présentement dans la zone 19, on sait déjà que le 24 juin l'an dernier, il était déjà bâclé. On le sait parce qu'on a eu des accès à l'information. Il était bâclé. Alors, le 6 décembre 2023, la bande autochtone de l'Estigouge a fait parvenir une lettre à la ministre des Pêches en nous disant « Maintenant qu'il n'y a plus de crevettes, on veut avoir accès à la pêche au mort. » Au mois de juin, le 24 de juin, déjà, ils savaient qu'ils allaient avoir des permis exploratoires dans la zone 19. Et nous, on a dû attendre pour la consultation au 16 octobre, puisqu'on a exigé à chaque mois, à partir du mois de juin, la date de consultation. On nous a répondu à la fin septembre que ça allait être le 16 octobre. Malheureusement, les dés étaient joués, les dés étaient pipés. Une autre question, Pêche Impact? Oui, O'Neill, dans votre communiqué, vous faites mention de demandes de support ou d'aide qui ne semblent pas venir pour l'instant. Est-ce que tu pourrais... Oui, en fait, par rapport à la crise des douanes américaines, pas des douanes, mais des tarifs américains, ça fait déjà, puis on n'est pas les seuls, là, on est tous les groupes qui se tiennent dans l'Atlantique, dans les différentes provinces, qui réclament depuis le 5 février qu'on établisse qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça va être le programme d'aide pour, en cas de crise dû aux tarifs qui seraient imposés. On voit que dans les autres secteurs d'activité au Canada, ils se sont organisés. Encore récemment, la ministre nous disait « je m'en occupe ». Désolé, nous, on ne veut pas qu'elle s'en occupe, surtout pas elle. Fait, ce qu'on dit, organiser la table pour qu'on puisse être assis, parce que les enjeux sont super importants pour les pêcheurs. Les coûts de pêche sont devenus très importants. On ne peut pas, vous le savez, pêcher en deçà d'un tel prix à cause, évidemment, de l'augmentation des coûts des dernières années, des 7-8 dernières années, des coûts de pêche comme tel. Alors, c'est fini pour nous le folklore de la pêche. Ce sont des entreprises commerciales qui ont des coûts, qui ont des employés, et on a besoin d'avoir une certaine assurance là-dessus. Merci. Une question, Martin Toulbois. Bonjour, O'Neill. Oui. Aussi, FM. En glissant un petit mot, les questions des pêches autochtones, il y a un processus de réconciliation. Pour certaines personnes, les accusations de racisme peuvent arriver assez rapidement. Comment tu vas naviguer? Écoutez, on l'a toujours dit, on n'est pas contre l'intégration autochtone. D'ailleurs, lors de la consultation qu'on a eue le 16 octobre, mon équipe et moi et les pêcheurs concernés, on a offert des solutions au ministre des Pêches pour éviter justement qu'on se déchire sur le tapis au printemps ou dans les printemps durant la pêche. Malheureusement, ces solutions-là n'ont pas été acceptées. Vous savez qu'on a une forte historique, nous, le regroupement des pêcheurs professionnels, dans la réduction de l'effort de pêche, puisque c'est le mandat qu'on a de rendre durable les pêches, pour le bien de l'ensemble de la collectivité, puis pour le bien de la relève surtout. Alors, on a mis, vous savez, à l'époque, on a mis un programme de rachat d'aide pour acheter des permis. On aurait été capable, à mon avis, avec tout l'engouement que ça prenait, cette fameuse proposition de permis exploratoire, on aurait été capable de mettre en place un programme d'aide pour aider les collectivités autochtones à acheter des permis, puisqu'il y a des permis qui se vendent régulièrement. Malheureusement, le NPO a refusé cette proposition-là. On l'a fait, notre équipe l'a fait, et les pêcheurs de la zone 19 étaient présents. Ils l'ont entendu. Ça a été rejeté du ravalement. OK. Nous avons une question en ligne ici de la presse, de Mme Cameron.
Allez-y, Madame Cameron. Donc, pour le son, là, je vais répéter la question. Vous dites que la ministre joue à l'apprentie sorcière en augmentant cet effort de pêche. Est-ce que vous êtes tout simplement contre ces permis ou bien... Répétez, s'il vous plaît. Benjamin, est-ce que vous êtes contre le fait qu'il y ait toute forme de permis exploratoire? Est-ce que vous êtes contre qu'il y ait toute forme de permis exploratoire? Ou c'est davantage que vous auriez aimé en recevoir? Absolument pas. Nous sommes, évidemment, vous allez comprendre dans l'histoire que lors des ateliers annuels qu'on a, cette question-là a été posée, elle est faite par les gens du côté nord de la Gaspésie, elle est faite qu'on retrouvait de plus en plus de homards à l'extrême ouest de la zone non exploitée. Alors nous-mêmes, comme organisme, il y a 4 ans passés, 5 ans passés, on a proposé au ministère, évidemment, puisqu'on ne peut pas, évidemment, empêcher une région en développement d'avoir accès à une ressource qui arrive chez elle, on ne peut pas les empêcher de le faire. On a proposé au ministère, évidemment, d'émettre un certain nombre de permis selon, évidemment, le protocole scientifique utilisé à l'époque, qui est évidemment d'émettre en premier, pour un certain nombre d'années, des permis de pêche expérimentaux pour voir c'est de la ressource, pour aller chercher des relevés de ressources, pour voir s'il y a vraiment d'abondance. Et après ça, voir à transférer ces permis-là en pêche exploratoire, bien entendu. Et finalement, pour la dernière étape, après 10 ans, parce que c'est comme ça que ça se fait, après 10 ans, émettre ces permis-là, si la ressource se maintient, émettre ces permis-là de façon permanente. Hein, des vrais permis de pêche. Ils l'ont fait dans cette zone-là, la nouvelle zone exploratoire qu'on parle. Ça a été fait il y a 5 ans passés. Et les pêcheurs Wolastoqey et un pêcheur blanc ont pêché de façon scientifique pour récupérer des données, donc en stade expérimental pendant 4 ans. Et en 2024, ces permis-là ont été transférés en permis exploratoire, qui suit le processus habituel. Lorsqu'on a été consulté, on a proposé au ministère, on a dit oui, on est d'accord, on ne peut pas effectivement empêcher une région de se développer, surtout si une ressource arrive, mais encore faudrait-il que les permis exploratoires que vous envisagez de donner soient strictement donnés dans la zone exploratoire et non pas dans la zone commerciale à côté, qui est située à côté. Puis encore faudrait-il aussi que vous émettiez ces permis-là de façon très graduelle pour éviter que tous les pêcheurs d'homards en Gaspésie, même dans des secteurs où l'abondance n'est pas si grande que ça, souffrent d'une baisse de prix à cause de la surabondance du homard local, régional. Alors, malheureusement, ils n'ont pas écouté. Ils ont dit non. Ça, c'était trop simple comme approche. Ils ont dit non. Alors, ce qu'on a vu apparaître, c'était tout de suite des permis exploratoires. Donc, la phase expérimentale a été abandonnée. On a donné des permis exploratoires. Et en plus, on a donné des permis exploratoires en dehors de la zone exploratoire qui était ciblée. On a donné des permis exploratoires dans une zone connue, une zone commerciale connue, où des pêcheurs vivent là depuis 40 ans de la pêche et où de nouveaux pêcheurs avaient récemment acheté des permis avec des prix très élevés. Et là, à partir de la 2e année de leur plan, là, on va mettre en compétition des pêcheurs qui détiennent des permis exploratoires à côté de gars qui ont payé jusqu'à 7-8 millions pour leur permis. Puis on va leur dire, bonne chance les gars, là, payez-les vos permis maintenant. Des permis gratuits. Bonjour, M. Petit, Martin Toubois de Radio-Canada. Est-ce que... Oui. Vous
Excuse-moi, Martin. Il y avait une suite de questions. Est-ce que ça t'embête? Enfin, donc, on va... Excusez-moi, on va entendre votre question à nouveau. La suite de votre question et ensuite sera Radio-Canada. Juste pour conclure, c'est donc une concurrence déloyale pour les riches pêcheurs dans cette zone commerciale. Donc, juste pour conclure, c'est une concurrence déloyale pour les 8 pêcheurs qui sont dans cette zone commerciale. Oui, c'est plus que ça, madame. Vous devez comprendre qu'on va mettre en compétition, dans une zone commerciale, des pêcheurs qui se sont vidés les poches pour pouvoir avoir accès à un métier, une pêche normale, une pêche qui va bien, hein, avec des pêcheurs qui ne paieront pas leur permis. Alors, ça a un impact direct sur ces pêcheurs-là. La première conséquence que ça a eu, on peut vous le dire, c'est que les banques qui ont fait les prêts à taux variables, ont rappelé puis ont jugé que le risque avait changé dans l'espace de quelques mois. Alors que le pêcheur était seul dans sa zone pour pêcher et payer un permis excessivement cher, là, on allait, à partir de la deuxième année, mettre en compétition avec lui un pêcheur qui n'avait pas payé son permis. Et ça, c'est le risque qu'on a avisé, qu'on a donné au MPO pour ne pas qu'il le fasse. Puis c'est le risque qu'on a dit à la ministre qu'il fallait qu'elle considère, mais elle ne l'a pas considéré. C'est un des risques. Donc, M. Cloutier, avec tout ce que vous dites, vous estimez de façon générale, avec les critères actuellement de cette pêche exploratoire-là, que dans les faits, c'est une pêche commerciale déguisée, c'est bien ça? Pour les bandes autochtones, c'est sûr. Alors, je ne vois pas comment on va pouvoir leur enlever le permis des poches. Hein? Alors, nous, ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est que la phase 2 et la phase 3 soient annulées, reportées, pour voir si on ne peut pas avoir un meilleur plan d'intégration de la pêche pour ces pêcheurs-là, en tenant compte, évidemment, que pour les pêcheurs autochtones, vous le savez là, maintenant, là, hein, on a concédé 100 casiers par permis pour mettre un plus grand nombre de pêcheurs dans cette pêcherie-là. Mais d'ores et déjà, les gars qui sont ici dedans dans la salle peuvent vous dire que c'est complètement aléatoire, puis c'est très dangereux pour ces pêcheurs-là qui sont déjà en difficulté d'exploiter un permis à 100 casiers sans savoir s'ils vont pouvoir le rentabiliser. Parce qu'il y a des coûts d'opération, on le sait. Il y a des coûts d'acquisition, on le sait. Il y a du matériel, de l'équipement, un bateau de pêche à la crevette ne peut pas aller pêcher dans 20 pieds d'eau avec du homard avec un bateau de 70 pieds. Là. Donc, il va falloir que ces gars-là aient des bateaux. Donc, il va falloir qu'ils investissent. Puis ils ont en retour de ça une garantie peut-être qu'ils vont prendre du homard, ils ne savent pas où et quand, parce qu'on les a mis dans les zones les plus reculées où justement il n'y avait pas de connaissance, aucune connaissance de présence de homard. On les a mis dans la zone entre Matane, en grande partie entre Matane et Rivière-du-Loup, la nouvelle partie de la zone, hein, vous savez. Et ces pêcheurs autochtones-là sont confrontés à aller pêcher aussi loin que ça sans savoir c'est de la ressource. À part d'avoir su, dans la région, qu'il y a du homard qui se slappait sur le bord de la côte à la fouine par des citoyens. Est-ce suffisant comme information scientifique pour garantir que ces gars-là vont devoir s'investir autant pour acheter des équipements, se former un équipage, aller pêcher là-bas avec tous les frais que ça engendre? C'est des distances de 300 km de Gaspé, de Rivière-Nord jusqu'à Rivière-du-Loup, au Bic. Alors, il n'y a rien d'assuré là-dedans, c'est complètement aléatoire. Puis d'embarquer des pêcheurs déjà affaiblis par, évidemment, des années, 2-3 années de mauvaise pêche, soit dans la crevette, dans le choco, moi je trouve ça complètement irréaliste. Mais c'est vraiment irréaliste, je n'aurais jamais fait ça à un individu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ou dans la salle? Oui. Oui, bonjour O'Neill. Oui. Parler un petit peu du MPO. En tant que journaliste, par exemple, vu que ça fait des années que je fais des entrevues de MPO, c'est gros, c'est à Ottawa, la main droite, c'est pas plus gros, c'est la main gauche. Là, tu parles de Gaspé. Les relations sont difficiles avec le MPO. C'est des poches, c'est des Gaspésiens qui devraient avoir la ressource à faire aussi. Peux-tu donner des exemples? Pourquoi c'est difficile avec Gaspé, particulièrement depuis 2018? Bien, écoutez, il y a évidemment
il y a une rotation dans les employés, on le sait, hein, les employés les plus âgés qui ont connu la période très difficile dans laquelle nous, les pêcheurs de homards de la Gaspésie, avons passé suite à l'effondrement du stock en 2005 et suite aux nombreuses mesures qu'on a demandées aux pêcheurs, les mesures volontaires que nous-mêmes, on a réussi à convaincre ces pêcheurs-là d'appliquer pour sauver le stock. Bien, ces employés-là sont quasiment disparus. On a un nouveau directeur général, on a une nouvelle directrice adjointe à Gaspé, on a des jeunes qui occupent les postes. Et ce que je trouve, moi, c'est qu'on a, dans tout ça, puis c'est aussi ailleurs à Québec, c'est que le transfert de connaissances ne s'est pas effectué. Je ne les accuse pas d'incompétence, je dis que le transfert de connaissances ne s'est pas effectué. Les raisons pour lesquelles on a dû prendre telle et telle position et, dans le passé. Et on doit vous avouer aussi du fait que les sciences ne sont pas impliquées. Ils l'ont dit dès le départ. Ce n'est pas notre plan. Alors, on peut se permettre de douter de l'efficacité du plan après, alors que les sciences n'ont pas été impliquées dès le départ. Car vous le savez, vous avez posé des questions. Tout le monde le sait que les sciences ne sont pas impliquées. Pas impliquées. Une petite dernière question. Vous êtes conscient qu'il y a des gens qui vont écouter cette conférence de presse-là qui vont dire les Homardiers connaissent des années records depuis quelques années et ils ne semblent pas vouloir partager leurs revenus, leurs bonnes années avec des flottilles qui sont davantage en difficulté. Puis avez-vous à répondre à ces gens-là qui vont avoir ces réactions-là, notamment chez les pêcheurs qui sont en difficulté actuellement, qui aimeraient profiter des bonnes années du homard? On ne dit pas qu'on ne veut pas les aider. C'est pas ça qu'on dit du tout. On dit que le ministère, la ministre des Pêches, les a mis dans une drôle de situation en les forçant à investir sans savoir exactement s'il y a du homard ou pas. Où ils vont pêcher, où ils vont devoir pêcher. Alors, c'est ça qu'on dit. Vous comprenez? Puis on a dit aussi, bien, il n'y a pas de problème pour votre plan, Madame la ministre, mais les permis exploratoires, s'il te plaît, mettez-les dans la zone exploratoire. Ne les mettez pas dans la zone commerciale. Ça ne sert à rien, on connaît ce qu'il y a dedans. Ne mettons pas davantage de pêcheurs en danger, alors qu'il y a déjà une grande partie de la collectivité des pêcheurs de ce secteur, de ces secteurs-là qui sont en danger. Puis, d'un autre point de vue, si le ministre des Pêches avait voulu les aider, là, par exemple, les crevettiers, pourquoi leur a-t-elle donné juste 10 du quota de Sébastien? Alors qu'elle prônait 2 semaines, 3 semaines avant, pendant 6 mois de temps, j'ai entendu ça de sa bouche. Moi, le Sébastien, je vais le donner aux crevettiers et aux bandes autochtones parce qu'ils ont besoin de s'intégrer dans la pêche. Combien ils ont eu? 10 du quota global. Même pas assez pour aller pêcher et mettre le chalet à l'eau. Est-ce que ça, on mérite de s'arrêter à cela et regarder pourquoi qu'elle ne l'a pas fait? Est-ce que quelqu'un qui a posé une question à la ministre? Une autre question ici. Oui, O'Neill, est-ce que, selon votre organisation, et surtout la pêche au homard en Gaspésie, on le savait depuis plusieurs mois, depuis 1 an qu'on s'en allait en campagne électorale, j'aimerais t'entendre, est-ce que la conservation de la ressource est passée au second plan dans les dernières décisions du ministre? Est-ce que c'était d'abord et avant tout une décision politique au détriment de la conservation des stocks? On doit dire d'ores et déjà que c'est une décision politique. Hein? On sait que c'est une décision politique, elle s'est servie de son pouvoir discrétionnaire. Hein? Parce que seule la ministre des Pêches a un pouvoir discrétionnaire comme ministre pour appliquer son plan. OK? Qui était un plan déguisé, dans le fond, pour permettre aux bandes autochtones d'avoir de plus grands accès. Et au passage, il fallait bien qu'elle réfléchisse sur comment elle pouvait aider les pêcheurs mal pris, les pauvres pêcheurs mal pris. T'sais. Alors ça, c'était dans le jeu. Là, t'sais. Alors, mais, nous, on trouve que ça a été mal fait dès le début. On a créé de l'espérance au niveau de ces gars-là. On ne les a pas aidés dans les secteurs concernés, comme je disais tout à l'heure, au niveau des crevettiers. On aurait pu les aider. On a même supporté les crevettiers. Vous vous en souvenez, à Grande-Rivière, lors de la manifestation, on est le seul groupe à avoir été supporter les crevettiers parce qu'on jugeait important qu'avant d'émettre des permis, il puisse y avoir une certaine restructuration. Une rationalisation du nombre d'individus
Pourquoi une rationalisation du nombre d'individus? C'est pour permettre aux autres de pouvoir mieux vivre après avec ce qu'on va leur donner, on va leur offrir. Tu sais. Ça n'a pas été fait. Donc, on est allé à l'encontre, elle a refusé de le faire. Ils ont refusé de le faire. Ils se sont dit, bon, ben là, il reste du homard. C'est vrai que le homard se porte bien dans certains secteurs de la Gaspésie. Et pour répondre à toi, M. Tourcoing, on sait très bien que c'est pas pour tout. Alors, regardons qu'est-ce qui se passe dans la baie des Chaleurs et au Nouveau-Brunswick. Dans la baie des Chaleurs, il y a des baisses de 18 à 32 de ressources. Puis au Nouveau-Brunswick, à Caraquette, il y a des pêcheurs qui prennent 7000 livres de homard à l'heure où on se parle, ou bien en 2024. Alors, et nous, c'est ça qu'on a dit à la ministre, aux fonctionnaires fédéraux, puis à tous ceux qu'on a rencontrés, on a dit attention, attention, on ne sait pas. Ne faites pas cette gaffe-là, parce que quand vous allez avoir donné les permis, comment allez-vous faire après que les gars ont investi? Comment allez-vous faire pour les retirer? Et pour nous, cet aspect-là du projet, c'est complètement de la foutaise, de laisser nous faire croire que oui, s'il n'y a pas de ressources, ils vont enlever les permis. Voyons donc. Alors, c'est ça qu'on trouve injuste. On embarque du monde dans des choses qu'on ne contrôle pas. Puis nous, on ne voulait pas ça. Alors, comme on s'est développé en essayant de contrôler notre pêcherie, bien, c'est normal que le réflexe qu'on a, c'est de dire attention, là, c'est pas comme ça qu'on devrait faire. On pense que c'est pas comme ça. Et comme on n'est pas encore assez sage, supposément, comme groupe, on dit ah, écoutez. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle ou en ligne? Est-ce qu'il y a des questions encore en ligne? Non? Ok. Eh bien, écoutez, maintenant, je crois qu'il y a plusieurs journalistes en ligne, comme dans la salle, qui veulent faire des entrevues particulières avec M. Cloutier. Mais peut-être, O'Neill, je ne sais pas s'il y a des pêcheurs que tu souhaitais proposer pour des entrevues. Ben, les journalistes connaissent bien. Voilà. Les membres du conseil d'administration à cette table sont évidemment ceux qui sont les plus informés de tout. Et en terminant sur la question de Martin, c'est important de dire, moi je travaille pour le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, des pêcheurs de homard de la Gaspésie. Je vois dans mon groupe le mécontentement. Je dois répondre aussi à leur inquiétude. Alors que je me fasse traiter n'importe comment, je m'en fous. Vous comprenez? Parce que moi, j'aurais répondu à mes boys, puis dans ce cas-ci, je pense qu'on est allé beaucoup trop vite, autant au niveau de Pêche Océan Canada qu'au niveau de la ministre des Pêches. On aurait dû faire ça avec beaucoup plus de précautions. On ne l'a pas fait, on ne nous a pas écoutés. Alors, c'est normal qu'aujourd'hui, on puisse se défendre. Et on le voit aussi à nos pêcheurs de la zone 19A2 à 19C2, qui, eux, pour cette année, vont voir apparaître dans leur secteur de pêche de nouveaux pêcheurs. Puis il peut y avoir des drops de prix, il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer. Alors, c'est très compliqué. Donc, merci beaucoup. Ceci conclut la conférence de presse officielle. Maintenant,